Françoise est à cheval sur la théorie des observations sur beaucoup de domaines de l'astrophysique. Quand je l'ai connue, elle était déjà très forte, et là, elle est devenue galactique, hein. Elle préside l'Académie des sciences, elle est professeure au Collège de France, elle a reçu l'équivalent, le prix juste avant le prix Nobel en France et dans le monde, hein, c'est la médaille d'or du CNRS. Et donc, elle est médaille d'or du CNRS, elle préside l'Académie des sciences et elle est professeure au Collège de France. Accueillez Françoise Combe. Merci beaucoup Jérôme pour cette introduction dithyrambique. Donc je vais vous parler aujourd'hui de est-ce qu'il reste quelque chose à découvrir dans l'univers? Alors vous allez voir la réponse. Je vais quand même mentionner ce que disait Lord Kelvin. Tout est terminé, il le disait à la fin du 19e siècle, hein, il est décédé en 1907. Il disait qu'il n'y avait plus rien à découvrir en physique aujourd'hui parce que tout ce qui reste à faire, c'est d'améliorer la précision des mesures. Il avait quand même trouvé 2 petits nuages qui obscurcissaient la science. Alors il y avait l'éther, qu'on pensait être ce qui faisait propager la lumière, comme le son se propage dans l'air. Ici on avait un éther. On était complètement off de la théorie, mais c'est pas grave. C'est un petit nuage. Le rayonnement émis par les corps à une température donnée, le rayonnement de Planck, le rayonnement de corps noir, tout ça qui est dû à la mécanique quantique n'était pas connu. Donc, évidemment, la relativité et la physique quantique n'étaient pas encore résolues. Donc, vous voyez comment ils se plantaient complètement. Donc, sans doute, nous aussi, on se planterait si on disait qu'il n'y avait rien encore à découvrir. En fait, on pourrait se dire qu'il n'y a rien à découvrir. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à l'horizon de l'univers. Alors, qu'est-ce que c'est que l'horizon de l'univers? J'ai symbolisé ça par une sphère. Nous sommes ici, au centre de cet horizon. Et puis, quand on observe loin, loin, grâce à nos télescopes spatiaux, par exemple, Hubble, on observe loin, et bien on remonte le temps. On remonte le temps puisque la vitesse de la lumière est de 300 km par seconde. Et donc, lorsque une galaxie qui est à 12 milliards d'années-lumière de nous nous envoie un photon, eh bien, on le reçoit quand même 12 milliards d'années après. Donc, il témoigne de ce qu'était la galaxie à ce temps-là. On fait de l'archéologie, en quelque sorte. On regarde dans le passé. On remonte le temps. Et jusqu'où remonte-t-on? Eh bien, on remonte jusqu'au Big Bang, 13,7 milliards d'années. Ce que j'ai symbolisé par le cercle orange, qui représente en gros les fluctuations du fond cosmologique, que l'on voit avec les satellites comme Planck, eh bien c'est ce orange, c'est-à-dire qu'on arrive au Big Bang. Évidemment, on ne verra rien au-delà puisque l'univers a commencé au Big Bang, il y a une limite finie en temps, et donc on ne peut pas regarder au-delà. Alors évidemment, ça c'est une représentation. En fait, au-delà, c'est-à-dire au-delà de l'horizon, il y a plein de galaxies. L'univers est peut-être encore infini là-bas. On voit plein de galaxies, mais on ne les verra jamais, puisqu'il aurait fallu qu'elles envoient une lumière avant le Big Bang, ce qui n'est pas possible. Donc on est limité par l'horizon, et comme nous avons observé grâce à nos télescopes jusqu'à l'horizon, on pourrait se dire tout est découvert. Et en fait, il n'en est rien, parce qu'on ne connaît même pas l'essence du contenu de l'univers. Alors justement, je montre un petit peu ce que connaissaient nos ancêtres de l'Antiquité. Il y avait 4 éléments. Il y avait la terre, l'eau, l'air et le feu. En fait, par les physiciens, c'était plutôt l'état des corps qui est solide, liquide, gazeux et puis peut-être le plasma. Et puis aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a de la matière ordinaire qu'on appelle baryon, parce que baryon, c'est ces éléments lourds. Hein. En grec, baryon veut dire lourd. Donc on a les protons, les neutrons, ce sont des baryons. La matière ordinaire dont nous sommes faits sont les baryons. Donc on connaît la matière ordinaire. On sait qu'il y a aussi des leptons, des particules légères comme les neutrinos. Ok, donc c'est un autre élément. Et puis il y a la lumière, les photons. Tout ça, on connaît ces 3 éléments. Alors on sait maintenant qu'il existe aussi de la matière invisible, qu'on appelle matière noire. En fait, elle est plutôt transparente, parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Il y en a peut-être dans cette pièce un certain nombre, mais vous ne la voyez pas, donc c'est invisible. Elle est plutôt transparente. Donc on dirait que c'est le 4e élément, parce qu'elle ne peut pas être faite de particules comme les baryons, comme les particules dont nous sommes faits. Donc c'est le 4e élément. Et puis le 5e, c'est l'énergie noire dont on parlait tout à l'heure au Café Astro, qui est encore un mystère encore plus noir, si je puis dire. Donc, vous voyez que même si on est arrivé jusqu'à l'horizon, c'est-à-dire l'extrême, la bordure de ce que l'on peut observer,
que tout observateur peut observer. Évidemment, il ne faut pas penser que nous sommes au centre de l'univers. Tout observateur a un horizon, un observateur qui serait là aurait un horizon autour de lui, et ainsi de suite. Donc l'univers est peut-être infini, mais nous sommes au centre d'un horizon, on ne pourra pas observer au-delà. Alors, je parle aujourd'hui de Camille Flammarion pour se remettre dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, c'est le centenaire, cette année du moins, c'est le centenaire de la disparition de Camille Flammarion, et c'est bien de le mettre en perspective pour savoir ce qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire il y a un siècle, en fait. Camille Flammarion vous avez eu une présentation là-dessus, d'ailleurs, a été un des passeurs de sciences les plus formidables. Il a écrit l'astronomie populaire, il a contribué à populariser cette science et à faire partager les merveilles célestes, comme il est écrit ici. Et son intuition, pourtant on ne connaissait pas les galaxies à l'époque, puisqu'on les a connues après 1925. Donc il n'y avait pas de galaxies, il y avait juste la Voie lactée. On voyait dans le ciel cette Voie lactée qui est une voie qui est un peu blanche, avec quand même beaucoup de poussière dessus. Et on l'appelle lactée parce qu'on dirait que c'est une traînée de lait. C'est tout ce qu'on connaissait, c'était tout notre univers il y a 100 ans. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de progrès tout de même. Alors, ce qu'il disait, moi j'ai bien aimé, quand je lisais ces livres, que ce soit l'astronomie populaire, les merveilles célestes, eh bien, il avait une petite intuition. Pourquoi ? Parce que tout de même, il avait des archipels d'étoiles, comme vous voyez. Alors, soit c'était des nébuleuses, toujours appelées des nébuleuses, mais on voyait qu'il y a une grande accumulation d'étoiles, comme dans les amas globulaires. Vous pouvez avoir 100 000 étoiles dans une année-lumière ou 2 années-lumière, alors que l'étoile la plus proche du Soleil, c'est 4 années-lumière. Donc c'est vraiment une agglomération incroyable. Et puis vous avez aussi plein d'étoiles ici, qui est dans un petit volume. Si vraiment c'était dans la Voie lactée, ce serait très petit. Donc il disait qu'il y avait des archipels d'étoiles qui étaient séparés par des vides immenses. Alors qu'est-ce qu'on connaissait à cette époque ? Là, il y avait aussi, tiens, c'était très, très intéressant, il avait parlé de nébuleuses percées. Et là, je vous montre une photos que l'on connaît aujourd'hui, puisque ce sont des photos de Hubble Space Telescope. On a des photos qui ressemblent en effet à des anneaux. On sait qu'il s'agit d'une galaxie qui est rentrée dans une autre et qui fait une onde en anneau. Et je pense que ce sont celles-là que Camille Flammarion appelait les nébuleuses percées. Donc il avait une certaine intuition de ce qu'il allait découvert juste après. Et qu'est-ce qu'on connaissait à l'époque ? Pourtant, on connaissait quand même un certain nombre de choses. Par exemple, par Ole Rømer, que vous voyez ici. Ole Rømer était un Danois qui était déjà au début de l'Observatoire de Paris, qui a été construit par Louis XIV en 1666. Dès 1671, il travaillait avec Cassini à l'Observatoire de Paris. Il avait regardé les satellites de Jupiter, les satellites galiléens, que Galilée avait le premier regardé avec sa lunette. Et puis, regardé, selon la trajectoire de la Terre autour du Soleil, il y avait une certaine parallaxe. Qu'on va voir la distance. Et puis lui, il voyait que parfois, le satellite Io, il ne revenait pas exactement à la même période. Il était en retard ou en avance. Et il avait déduit la vitesse de la lumière. Elle avait déduit 200 km par seconde, ce qui était très bien à l'époque, parce qu'il n'avait même pas la distance, la vraie distance entre le Soleil et les planètes. Donc c'était formidable. Donc Camille Flammarion le savait, ça. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il y avait des nébuleuses avec lesquelles on remontait le temps, puisque même dans la Voie lactée, il avait ces distances de parallaxe. Alors, le parallaxe de Vega était connu depuis Friedrich von Struve, 19e siècle. Donc tout ça, déjà, Camille Flammarion pouvait le dire, mais il ne savait pas que cette nébuleuse d'Andromède n'était pas dans la Voie lactée. Alors, je remonte un petit peu pour savoir comment toutes ces connaissances nous sont arrivées. Eh bien, il y a eu un énorme débat, un grand débat en 1920, entre les chefs de file, ici sont Chapley et Curtis. Chapley pensait que toutes ces nébuleuses étaient dans la Voie lactée. La Voie lactée était très grande pour lui, donc il n'avait pas encore tout à fait les distances. C'est pour ça qu'on se battait à l'époque. Et l'astronome qui a permis de faire un progrès dans ce débat, c'est Henrietta Leavitt, que vous voyez ici, qui était une de ces astronomes qui, comme elle était femme, n'avait pas le droit d'aller observer, mais elle avait la charge de faire des catalogues d'étoiles et puis de regarder leur flux, de regarder leur position, etc., de façon minutieuse. Et elle avait remarqué qu'il y avait un grand nombre d'étoiles. Elle avait remarqué 2000 étoiles variables. Et elle avait regardé une relation entre la période de variation de ces étoiles. C'est une sinusoïde, c'est quelque chose de périodique. La période est de l'ordre d'1 mois ou 2. Donc elle avait trouvé une relation entre la période et la luminosité
de ces céphéides qui s'appellent comme ça parce que c'est dans la constellation de Céphée. Et donc grâce à ça, c'est une chandelle standard, c'est-à-dire on connaît la période, facile à mesurer, on a donc la luminosité intrinsèque. Et comme on mesure la luminosité apparente, on a la distance. Ça, c'est un indicateur de distance qui permet de faire un progrès immense. Donc quelqu'un l'avait proposé pour un prix Nobel, mais elle est décédée avant, c'est dommage. Mais elle a vraiment fait un saut de géant dans la cosmologie grâce à la découverte des céphéides. Donc avec ces céphéides, Hubble, qui lui avait le droit de l'observer sur le télescope, a commencé à voir des céphéides dans cette galaxie d'abord, 6822, qui est une galaxie du groupe local, une galaxie un peu naine, et puis dans la nébuleuse d'Andromède, et puis M33. Il s'est aperçu que ces galaxies étaient à 2 millions d'années-lumière. Donc comme notre galaxie ne fait pas plus que 100 000, c'était absolument la théorie de Curtis qui était la bonne, c'est-à-dire que toutes ces nébuleuses étaient externes à notre galaxie. On appelle ça les galaxies extérieures, ce qui est bizarre. Quand j'ai commencé à faire de l'astronomie, je disais, les galaxies, c'est fortement extérieur. Comment peut-il y avoir une galaxie intérieure? Eh bien voilà, c'est dû à ça. Donc on appelle toujours ça extragalactiques, les galaxies extérieures. Alors, l'expansion maintenant. On voit qu'on a maintenant des distances, on commence à agrandir notre univers, et puis on a mesuré aussi des vitesses par effet Doppler. Sur des raies que l'on voit dans les galaxies, on peut avoir un effet Doppler, un petit peu comme pour le son. Les ambulances qui s'éloignent de nous ont un son plus grave, et celles qui s'approchent, un son plus aigu. Donc ici, c'est plus rouge ou plus bleu pour la lumière. Et donc, le Vesto-Slipher avait déjà détecté des vitesses qui étaient vraiment anormales, c'est-à-dire 1000 à 2000 km par seconde. Pour ces nébuleuses qui étaient dans la Voie lactée, ce n'était pas possible, elles seraient sorties de la Voie lactée très tôt. Donc on voyait déjà qu'il y avait des grands problèmes, et Hubble voit qu'il y a une relation de proportionnalité entre la distance et la vitesse. Donc il dit qu'il y a une expansion, l'espace c'est une expansion. Alors le premier qui a vraiment compris ce que c'était cette expansion de l'univers, c'est Georges Lemaître. C'est pour ça qu'en 2018, on a appelé maintenant cette loi la loi de Hubble-Lemaître, qui s'était appelée la loi de Hubble jusque-là. Mais on a voulu le réhabiliter parce que c'est lui qui a vraiment compris que lorsqu'il regardait dans le passé, tout notre univers observable serait réduit dans un tout petit volume qu'il avait appelé l'atome primitif. Alors ça n'a pas été appelé Big Bang tout de suite, ça a été appelé par Big Bang par Fred Hoyle, qui ne comprenait pas du tout pourquoi on parlait de Big Bang, d'expansion de l'univers. Il pensait que c'était complètement faux. Ça a pris du temps. Hein. En 1949, c'était un passeur de science aussi à la radio, à la BBC, et voulant se moquer de ce modèle, il disait « c'est une explosion, c'est un Big Bang ». Et finalement, c'est resté parce que ça correspond vraiment à ce qui arrive. Donc, il y avait aussi Einstein qui, c'est ce qu'avait compris Georges Lemaître, qui avait essayé de résoudre son équation de relativité générale de 1915. Son équation est symboliquement ici reproduite, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la géométrie de l'univers, la courbure, etc., et puis de l'autre côté le contenu de l'univers, le tenseur d'énergie-impulsion. Pour lui, la gravité n'était pas une force comme les autres, comme la force électromagnétique ou la force de Newton qui dépendait des masses et en 1 sur R2, mais plutôt une déformation de l'espace. C'est ce qui ressort de cette courbure qui ne dépend que de la quantité de matière et d'énergie que vous avez dans l'univers. Donc il a essayé en 1917 de résoudre l'équation en disant « bon, je vais l'appliquer à l'univers ». Mais le problème, c'est qu'il n'y avait que deux solutions, soit une expansion, soit une contraction. On n'avait pas à l'époque découvert encore l'expansion, hein, c'était en 1925. Donc ici, il disait c'est pas possible, l'univers il est statique, on voit ce qu'on voit dans le ciel est complètement, ne bouge pas, il est complètement statique. Je vais introduire cette constante lambda. Alors ça c'est très important puisqu'aujourd'hui on sait que lambda prend un très très grand rôle dans notre modèle, qui est une constante cosmologique qu'il rajoute, parce qu'évidemment on peut toujours rajouter une constante, hein, ça c'est permis ici. Et donc évidemment c'était pas une solution, puisque le modèle il est très très instable, c'est comme si vous avez un crayon qui est sur la pointe, hein, il va tomber d'un côté de l'autre, mais c'était la seule solution qu'il avait trouvée. Et donc avec cette constante, il pouvait avoir un univers fermé,
si je représente l'univers comme la surface d'une sphère, eh bien ce serait une sphère fermée, un univers fermé. Et vraiment, la solution n'était pas là. Par contre, De Sitter avait peut-être un nez plus grand. Il s'est dit, bon, je vais résoudre cette équation. Et il est très facile de résoudre lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de matière et d'énergie dans l'univers. Donc le deuxième terme est nul. Et donc il regarde que s'il annule ce terme, eh bien, si on a un lambda, eh bien, ça suffit, on a une expansion exponentielle. Et finalement, c'est vraiment une intuition parce que c'est vraiment le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une expansion exponentielle et bientôt la matière va être négligeable et on va être dominé par ce lambda. Alors, il faut bien dire qu'à l'époque, même Friedman avait déjà fait des modèles qui marchaient très bien, hein, pas seulement celui de Sitter avec un lambda uniquement, mais il l'avait fait dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure de K qui est la courbure de l'univers, une courbure positive, négative ou nulle, avec des valeurs de lambda nulles ou pas. Et en fait, Einstein avait dit, mais c'est complètement erroné, il était revenu sur ses dires, et finalement, il se sont entendus avec De Sitter ici pour dire qu'on va prendre quelque chose de simple, une courbure nulle et une constante nulle, et on a un univers d'Einstein-De Sitter, qui pendant tout le XXe siècle a été celui qu'on a utilisé. Alors, encore une fois, Georges Lemaître avait une intuition encore plus grande que celle d'Einstein, puisque il avait pensé que le lambda, on en aurait besoin. Il ne fallait pas le mettre aux orties, comme Einstein l'avait dit. Bon, finalement, on n'en a pas besoin, puisqu'on a découvert l'expansion de l'univers, donc on a une solution qui n'est pas statique, donc on n'en a pas besoin. Mais Lemaître, lui, avait dit que finalement, on en aurait besoin. Et il avait entièrement raison. Donc voici un petit peu le système dans lequel nous sommes, qu'on a compris grâce à Georges Lemaître, c'est celui-là. C'est-à-dire que nous avons une expansion en volume. Alors ici, c'est comme un pudding, si vous voulez, avec les points qui sont des galaxies. Donc avec le temps, l'espace se dilate, et vous voyez que les galaxies, elles ne bougent pas. Ce n'est pas un effet Doppler, il n'y a pas de vitesse. Simplement, c'est l'expansion. Donc les distances entre galaxies s'éloignent. Les galaxies ont l'air de s'éloigner les unes des autres, et d'autant plus qu'elles sont déjà à une grande distance les unes des autres. Donc ça, c'est la loi de Hubble-Lemaître. Alors pourquoi on voit un décalage vers le rouge alors s'il n'y a pas d'effet Doppler? Mais simplement, c'est que les photons, la lumière, dans ce pudding, eh bien, il suit l'espace. Si l'espace se dilate, le photon aussi. Donc si vous avez un photon qui a une longueur d'onde assez courte, c'est-à-dire un photon bleu, si vous voulez, eh bien, lorsque l'espace se dilate, la longueur d'onde du photon va être plus grande, elle va devenir rouge, tout simplement. Donc sans même que les galaxies bougent, vous avez un décalage vers le rouge. C'est très intéressant parce que ce décalage vers le rouge, on l'appelle Z. C'est juste l'écart entre lambda et lambda 0, c'est la longueur d'onde au repos de l'arrêt que vous utilisez, l'arrêt d'hydrogène par exemple. Et évidemment, ce redshift, ce décalage vers le rouge, vous donne la taille caractéristique de l'univers. À chaque moment, si vous mesurez cette vitesse apparente des galaxies, vous avez la taille caractéristique de l'univers à cette époque-là. Donc, pour cette énergie du vide, dont on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, dans la Café Astro, comme la mécanique quantique était découverte en même temps, hein, dans les années 1920, et que Wolfgang Pauli avait entendu parler que Einstein avait ajouté une certaine lambda. Alors, lambda, on peut le mettre d'un côté sur la courbure, mais de l'autre côté, c'est de l'énergie. Eh bien, il s'était dit, comme on venait de découvrir l'énergie du vide en mécanique quantique, c'est-à-dire que dans un laboratoire, lorsqu'on n'a plus de particules, ni de photons, ni rien du tout, on est obligé d'avoir, par le principe d'incertitude d'Heisenberg, dans un temps très petit, on peut avoir des fluctuations d'énergie grandes. On ne peut pas mesurer l'énergie un temps de la même façon. Donc finalement, on a des fluctuations d'énergie, même lorsqu'il n'y a rien du tout. Donc c'était normal pour Wolfgang Pauli de dire peut-être que c'est cette énergie du vide qui, on l'extrapole à tout l'univers, ça va être ce lambda que Einstein a supposé. Et en fait, comme on voit, ça ne correspond à rien du tout. Si on regarde, en fait, on sait qu'il y a le rayon de l'univers, il est inversement proportionnel à cette lambda. Et ce lambda est tellement grand que le rayon de l'univers d'Einstein ne faisait que 31 km. On voit c'est exactement le même problème que lorsque on regarde aujourd'hui
avec une chromodynamique quantique. On a fait beaucoup de progrès en mécanique quantique. On sait maintenant qu'il y a des quarks, par exemple, et des antiquarks, que les particules les plus élémentaires ne sont pas forcément les neutrons et les protons. Mais malgré ce, quand on regarde un petit peu tous les degrés de liberté que l'on a dans le vide pour tous ces oscillateurs harmoniques, eh bien, on s'aperçoit que cette énergie du vide quantique ne correspond pas du tout à cette constante lambda que l'on mesure. Donc j'anticipe un peu, mais vous le savez qu'on a mesuré une constante lambda dans le modèle standard. Alors quand est-ce qu'on a vraiment cru à cette expansion, puisqu'il y avait beaucoup de détracteurs, on l'a vu avec Fred Hoyle, eh bien c'est surtout lorsqu'on a détecté ce fond cosmologique qui correspond au Big Bang. Les théoriciens commençaient à se dire, bon, si l'univers est né dans un ensemble très très chaud et très dense, presque homogène, qui avait peut-être des millions et des milliards de degrés au départ, quand il arrive en expansion, on devrait avoir un vestige de ce rayonnement de corps noir qui doit être à une température peut-être 10, 50 degrés Kelvin, etc. On ne savait pas à quelle température la trouver. Mais deux personnes, qui sont Arnaud Penzias et Robert Wilson, que vous voyez là, qui essayaient de faire à Bell Laboratories des recherches sur la transmission d'ondes micro-ondes. Micro-ondes, ça veut dire 1 mm, 2 mm de longueur d'onde. Donc c'est de la lumière, mais en radioastronomie, 1 mm de longueur d'onde, vous ne la voyez pas. Eh bien, ils pensaient qu'on pourrait utiliser ces longueurs d'onde-là pour faire des transmissions par satellite. Donc envoyer des micro-ondes, parce que les micro-ondes traversent l'atmosphère sans être perturbées par les nuages, etc. Donc ils avaient construit ce grand cornet derrière, là, pour détecter ces micro-ondes. Et ils ont été très surpris de voir qu'ils étaient toujours perturbés par un grand bruit qui ne correspondait pas ni au rayonnement du Soleil, qui pouvait émettre dans cette longueur d'onde-là, ni la Voie lactée. Lorsque la Voie lactée était couchée, on voyait encore. Et finalement, ça se révèle être le fond cosmologique du Big Bang, qu'on appelle Cosmic Microwave Background en anglais, donc CMB. Et lorsque vous regardez un petit peu l'importance de ce fond en énergie, c'est non seulement le flux, mais l'énergie avec l'énergie du photon, et on voit que c'est au moins 100 fois plus que tout ce que rayonne l'énergie des galaxies, en optique ou en infrarouge. C'est le bleu en optique et le rouge en infrarouge. Vous voyez que ce fond cosmologique domine énormément tous les fonds de rayonnement des objets, des astres de la galaxie. Donc si vous aviez un œil qui pouvait regarder le millimètre de longueur d'onde, vous seriez dans un brouillard, en fait, parce que ce fond cosmologique, il est partout pareil, il est partout uniforme. Alors aujourd'hui, dans cette pièce, vous en avez un grand nombre, vous en avez 400 photons par centimètre cube. Comme il se propage à la vitesse de la lumière, vous pouvez calculer qu'il y a 10 000 milliards de photons du Big Bang qui vous traversent par centimètre carré et par seconde, ce qui est quand même... Vous êtes chauffé par les micro-ondes du Big Bang. Alors, d'où viennent tous ces photons, vous allez me dire? Eh bien, ils viennent d'une certaine dernière surface où ils ont été diffusés. Alors, cette dernière surface, après, une fois qu'ils sont plus diffusés, ils nous arrivent en ligne droite. Donc, en quelque sorte, cette dernière surface, c'est un mur. Et on ne verra pas derrière le mur. Je prends cette analogie du Soleil, c'est un petit peu pareil. Vous avez un Soleil ici. Ce que vous voyez, c'est uniquement la surface du Soleil. Vous ne voyez pas l'intérieur, vous le devinez. Mais l'intérieur, c'est quoi? C'est un plasma, c'est des particules chargées. C'est du gaz ionisé qui est très chaud à l'intérieur parce qu'il y a des réactions nucléaires qui transforment l'hydrogène en hélium. Donc vous avez énormément d'énergie. Et puis le photon, normalement, s'il n'était pas diffusé, pour aller du centre au bord, il y a 2 secondes de lumière. Donc ça fait, en 2 secondes, il pourrait sortir. Mais comme il est diffusé dans tous les sens, il met 200 000 ans à sortir. Vous voyez que le nombre de diffusions est énorme. Et c'est ce qui se passe dans l'univers au début. Vous avez un plasma, de gaz ionisé, parce que c'est très chaud et très dense, et vous avez aussi pas mal de lumière qui est piégée, qui est diffusée. Et puis lorsque, dans l'expansion, l'univers se refroidit, tout d'un coup on passe à une température de 3000 degrés, où les particules chargées se recombinent. Donc l'hydrogène se recombine à peu près à cette température-là. Vous avez un proton et un électron qui reforment un atome d'hydrogène. Lorsque l'atome est neutre, il interagit beaucoup moins avec les photons, donc ils vont sortir, donc ils ne vont plus être diffusés, c'est la dernière surface de diffusion. Donc ce que vous voyez lorsque vous regardez en micro-ondes l'univers, c'est un mur qui correspond au mur
de cet instant-là, et c'est 300 000 ans après le Big Bang. Donc ce que vous voyez ici, vous avez peut-être l'habitude de le voir, c'est le ciel total. Évidemment, comme c'est sphérique, il faut le projeter avec des projections dont on est habitué lorsqu'on fait une projection géophysique de la Terre. Vous avez tout le ciel qui est ici. Alors on a envoyé plusieurs satellites parce que ça nous renseigne énormément sur l'univers. Regardez l'univers jeune. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas seulement en fait les photons du Big Bang, il y a aussi les avant-plans qu'il faut enlever. Alors ce qu'on voit d'abord, c'est un dipôle. Vous voyez ici. Pourquoi? Parce que lorsque la galaxie bouge par rapport à ce référentiel fixe de l'univers, on a plus de photons d'un côté que de l'autre. Et on peut en déduire la vitesse qu'a la galaxie par rapport à ce référentiel, c'est 600 km par seconde, et dans une direction qui est celui du grand attracteur, c'est-à-dire qu'il y a un grand amas de galaxies derrière la Voie lactée qui nous attire. Ensuite, lorsque vous enlevez cet avant-plan-là, vous tombez sur l'émission de la Voie lactée. On est ici dans les longitudes et latitudes galactiques. La Voie lactée aussi a des poussières qui émettent dans ce rayonnement-là. Donc on peut l'enlever parce que et ce n'est pas du tout un rayonnement de corps noir, c'est un rayonnement de poussière qui est à 30 degrés. Donc ça, on peut l'enlever. Et ce qu'on voit là, ça qui est très précieux, c'est exactement l'état de l'univers à 0,3 million d'années après le Big Bang. Donc c'est vraiment très très proche du Big Bang, on est vraiment très proche de l'horizon, puisque tout le reste c'est 13,8 milliards d'années. Donc on est vraiment tout proche du Big Bang, et ce qu'on voit, ce sont des fluctuations très petites, 1 pour 100 000 en densité, très petites fluctuations qui, lorsque la matière se sera condensée, formera les grandes structures, les galaxies, les étoiles, les planètes, etc. Donc c'est bien de ces fluctuations que nous venons. Alors vous voyez qu'ici, le premier satellite qu'on a lancé dans les années 90, il n'avait pas beaucoup de résolution spatiale. La NASA a aussi envoyé un autre satellite dans les années 2000. Et puis l'ESA, les Européens, ont lancé le satellite Planck en 2013. Vous voyez que ça a plus de résolution. Et on atteint la résolution un peu maximum que l'on peut avoir, parce qu'à ce moment-là, ça va être ensuite lissé par l'astrophysique elle-même. Alors qu'est-ce qu'on gagne comme information à regarder cette carte du fond cosmologique, de la dernière surface de diffusion? Eh bien, on peut porter ici, en fonction de l'angle, vous voyez, à chaque angle, 1 degré, 90 degrés, 0,1 degré, on peut porter l'intensité de la fluctuation. Et là, ce qu'on voit, ce sont des oscillations ici, et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des barres d'erreur, ce qui montre que c'est extrêmement précis, vu que c'est quelque chose qui est linéaire, qui n'est pas du tout non linéaire, donc pas très contrasté, très très faible. On a une très très grande précision. Donc c'est ça qui finalement nous donne tous les paramètres cosmologiques qui sont en quelque sorte l'empreinte digitale de notre univers. Savoir par exemple combien nous avions de matière ordinaire, combien de matière noire, combien de constantes cosmologiques ou énergie noire, etc. Dans un autre univers, toutes ces constantes pourraient être différentes. Ce n'est pas des constantes fondamentales de la physique, comme la vitesse de la lumière ou la constante de gravité. C'est vraiment des paramètres de conditions initiales de notre univers. Eh bien, donc c'est l'empreinte digitale de notre univers, on l'a. Alors on peut, par les modèles, en prenant ces constantes, faire un modèle des points d'observation. On voit que la courbe en vert représente exactement les points de mesure, et on a pu ainsi déterminer énormément de choses, notamment la courbure, par exemple. Alors ici, je représente par une petite analogie de ressort ce que veut dire cette courbe ici qui représente des oscillations. En fait, ce sont des ondes acoustiques. Des ondes acoustiques qui sont dues au fait que les baryons, la matière ordinaire, auraient tendance à s'effondrer dans un puits de potentiel comme ça, mais la pression de radiation l'empêche, et en quelque sorte, c'est le ressort qui fait qu'elle oscille, en fait, que le ressort oscille. C'est qu'il y a une pression de radiation qui empêche la matière de s'effondrer. C'est pourquoi on a ces oscillations acoustiques. Alors, ces oscillations acoustiques, elles sont vraiment dans cet âge ici, là, pendant que le plasma est ionisé et est en équilibre avec les photons. Alors, qu'est-ce que c'est que la plus grande ici? C'est la plus grande onde, c'est la distance qu'a pu parcourir le son
Alors c'est le son dans les pressions de radiation. Hein. Le son, alors ce son, on connaît la vitesse du son dans un plasma, c'est à peu près la vitesse de la lumière sur racine de 3, c'est bien connu. Donc on connaît la vitesse et on connaît l'angle. À ce moment-là, on peut faire un petit modèle et savoir quelle est la distance linéaire. Et cette distance linéaire et l'angle va nous donner la courbure. Exactement comme cette image-là. Hein. Si vous avez une règle standard, on connaît cette règle, c'est ce que l'horizon a parcouru depuis le Big Bang. On connaît la vitesse, on connaît cette règle-là. Et puis, vous regardez, avec l'observateur est ici, si les photons se déplacent en ligne droite, vous avez 1 degré. Si les photons ne se déplacent pas en ligne droite, vous avez moins d'1 degré. Donc finalement, au lieu de la courbe rouge, vous auriez la courbe en gris. Vous voyez que c'est complètement à côté et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a observé avec une très très grande précision. Donc finalement, la position du premier pic nous donne exactement la courbure de l'univers, c'est-à-dire nous donne la conclusion que l'univers est plat, c'est-à-dire que la courbure est nulle. Ça, c'est très intéressant, car si vous voulez calculer les distances dans l'univers, avec une courbure qui n'est pas nulle, c'est encore plus compliqué. Alors maintenant, je vous ai parlé de matière noire, et un des aspects de ce que nous reste à découvrir, hein, c'est la matière noire. Ici, je retrace un tout petit peu l'historique. On la connaît depuis très longtemps, l'existence de cette matière. Enfin, si elle existe, pas sûr. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on connaît depuis longtemps? C'est qu'il y a un défaut de matière, il y a de la matière manquante. Par exemple, Fritz Zwicky, on fait remonter à Fritz Zwicky, qui regardait les amas de galaxies. Par exemple, l'amas de Coma, vous avez un certain nombre de galaxies qui, comme l'amas de Coma est lié gravitationnellement, vous n'avez pas d'expansion à l'intérieur de cet amas, mais vous avez quand même des vitesses browniennes, des galaxies les unes par rapport aux autres. Donc il faut que l'énergie cinétique des galaxies soit égale à l'énergie potentielle, et donc on peut en déduire la masse. Mais la masse qu'on peut déduire de cet équilibre entre énergie potentielle et énergie cinétique, eh bien, elle est très grande. Et on déduit un rapport masse sur luminosité qui est de 500. Alors, s'il n'y avait que les étoiles dans les galaxies, alors le gaz, il est assez négligeable, donc on peut dire qu'il n'y a que les étoiles, eh bien, les étoiles, normalement, m sur L est égal à 1 en unité solaire pour le Soleil. Pour les étoiles un peu plus petites, elles peuvent être plus massives, c'est-à-dire elles peuvent avoir 2, 3, 4, 5, mais en tout cas, pas 500. Donc là, vous avez un rapport 100. Ce que Zwicky voyait, c'est 100 fois plus de matière que par la gravité. Si on dit que l'amas de Coma est en équilibre gravitationnel, il faudrait 100 fois plus de masse que ce que vous voyez. Donc ça fait une grande fraction de matière invisible. Donc c'est cette matière noire qui est de matière invisible. Alors il y a déjà, à l'époque, il avait plusieurs solutions. Hein, soit la matière noire était dans les galaxies, soit il y avait beaucoup de poussière qui nous cachait la plupart des étoiles, donc c'est obscurci, ou alors il disait que finalement, il n'y avait peut-être pas de matière noire, mais on se trompait sur la gravité. La loi de la gravité n'est peut-être pas celle de Newton. On extrapole, on connaît la loi de la gravité dans le système solaire, ok, mais il n'y a pas de matière noire dans le système solaire. Normalement, il n'y a pas d'évidence de matière invisible. Par contre, il y en a quand on va au bord des galaxies. Et donc là, c'était une hypothèse qu'avait fournie Franz Zwicky, mais Franz Zwicky, personne ne l'a cru tellement, parce qu'il avait il avait parfois des idées de génie, parfois c'était complètement n'importe quoi. Par exemple, il ne croyait pas du tout au Big Bang, ou il croyait aussi que les galaxies, on ne pourrait jamais avoir une courbe de rotation, justement parce qu'il pensait qu'il y avait une viscosité entre les étoiles, ce qui est bizarre. Donc on voit qu'il n'a pas vraiment été cru. Par contre, lorsqu'on a commencé à voir les courbes de rotation des galaxies, notamment grâce à Vera Rubin, que vous voyez ici, qui a été très persévérante à observer un grand nombre de galaxies et à regarder un résultat très statistiquement significatif, elle a commencé à convaincre les astronomes que cette matière invisible existait. Alors vous voyez ici, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle regardait les spectres des étoiles, du gaz, alors le gaz qui émet dans l'arrêt de Balmer, de l'hydrogène, H-alpha, et puis on traçait par l'effet Doppler, puisque les galaxies qui sont spirales, elles tournent autour de leur centre, on pouvait tracer la vitesse de rotation en fonction du rayon. Par exemple, Andromède ici, au centre, et vous avez aussi le bord, et vous avez la vitesse qui est mesurée, qui est rouge, et la vitesse qu'on déduit avec la masse des étoiles. Alors au début, ça marche très bien, on a exactement la même chose, et puis après, au bout d'un moment, eh bien, on s'attend à ce que
la vitesse décroisse, un petit peu comme pour le système solaire. Là, dès qu'il n'y a plus de masse, et en effet, dès qu'on sort ici de l'essentiel des étoiles, il n'y a plus de masse. Et donc, on s'attend à trouver une vitesse qui descend de façon keplérienne, donc le V au carré qui descend 1 sur R, et ce n'est pas vrai du tout. Et on a des courbes de rotation qui sont vraiment plates. Alors, voici un petit peu le principe de cette mesure qu'elle a effectuée pour des centaines de galaxies. Donc ici, on a une galaxie spirale. Le gaz ici qui vient vers nous est décalé vers le bleu, et celui qui s'éloigne décalé vers le rouge. Cette fois-ci, c'est vraiment de l'effet Doppler. Et la vitesse systémique de la galaxie, qui, elle, est en expansion par rapport à nous, on la remet à 0. Alors ici, on a, d'un côté, il tourne en rouge, c'est ce qu'on met ici en rouge, puis en bleu, et puis on replie la courbe de rotation pour avoir, en fonction de rayons. Alors ici, ce que vous voyez, c'est qu'on est aidé maintenant par le gaz, parce que le gaz en bleu ici, c'est certainement de l'hydrogène. Il est très peu massif, mais il nous aide comme traceur de la courbe de rotation. En rose, vous avez les étoiles. Et le gaz, dans une galaxie, va beaucoup plus loin que les étoiles. Donc ça nous permet d'avoir des courbes de rotation qui sont bien plus longues que celles qu'on pouvait avoir avec les étoiles uniquement, qui s'arrêtent. Par exemple, le Soleil est ici. Donc la galaxie optique s'arrête là. Quand vous regardez en hydrogène atomique, dont l'arrêt à 21 cm est en radioastronomie, à 21 cm de longueur d'onde, elle a été découverte en 1952. Eh bien, vous voyez que, par exemple, une galaxie comme Messier 83, en zoom, là, on voit qu'au centre, vous avez la galaxie optique, laquelle on est bien habitué de voir dans les atlas. Et puis en orange, c'est le gaz, la carte du gaz qu'on déduit en regardant à 21 cm de longueur d'onde. On voit que le gaz va très loin et il vous trace la courbe de rotation bien plus loin. Donc là, on est bien convaincu qu'il n'y a pas de problème. Il y a énormément de matière invisible au bord des galaxies, comme un halo. Alors, en fonction du temps, on s'est aperçu aussi qu'on ne regardait pas à toutes les longueurs d'onde, mais peu à peu, on a regardé toutes les fenêtres possibles, par exemple les rayons X, et ensuite les rayons gamma, la radioastronomie c'est de l'autre côté, et puis on s'est aperçu de quelque chose qui nous a fait comprendre que peut-être il n'y avait pas autant de matière invisible que ça. FreezeWiki s'était trompé parce que quand on regarde l'amas de Coma, en 1966, en lançant un satellite, parce qu'évidemment les rayons X ne traversent pas l'atmosphère, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de gaz, ça c'est tout l'amas de Coma, qui émet beaucoup de gaz thermique, de gaz qui est à 10 millions de degrés, 100 millions de degrés. Pourquoi? Parce qu'il est à l'équilibre de viriel, toutes les molécules sont à l'équilibre de viriel, donc les molécules sont à 1000, 2000 km par seconde, et donc on a un gaz très chaud qui rayonne en rayons X, à peu près à 10 puissance 8 degrés, donc 100 millions de degrés. Et la masse qui est là est énorme. Elle fait 10 fois plus que la masse de toutes les galaxies. Donc on s'était trompé, hein. Il y avait de la masse qu'on ne voyait pas. Donc déjà, notre matière noire, notre quantité de matière, qui finalement est un traceur de notre ignorance, eh bien notre ignorance s'est réduite. On s'est aperçu que tout d'un coup, il y avait beaucoup moins de matière noire que ça. Enfin, il en reste toujours, hein. Il y a toujours 6 fois plus de matière noire que de matière visible. Mais voyez comment on a progressé et on a vraiment réduit notre ignorance à moins de choses. Alors aujourd'hui, on cartographie la matière invisible avec les lentilles gravitationnelles qu'on a détectées depuis. Alors vous voyez ici un amas de galaxies en jaune, qui est un amas un peu en avant-plan. Et puis vous avez des arcs qui sont un peu bleus, rouges, de différentes couleurs. Qu'est-ce que sont ces arcs? Eh bien, ce sont la lumière des galaxies de fond, qui sont bien plus loin que l'amas, qui est déviée par la lentille gravitationnelle. Donc la gravité de l'amas dévie les rayons lumineux et fait comme une lentille optique. Donc si vous avez un tesson de bouteille que vous regardez un paysage, vous voyez le paysage déformé de façon circulaire comme ça, mais ce sont les arcs. Donc tout ça nous renseigne. Alors on peut mesurer le spectre et on sait à quelle distance ces galaxies sont, on peut reconstituer. Et puis là, vous avez une lentille très forte, mais toutes les autres galaxies sont perturbées aussi. Donc quand on a des millions de galaxies derrière et qu'on refait une cartographie, c'est un petit peu comme lorsque vous prenez une limaille de fer et que vous tracez les lignes de champ magnétique avec une limaille de fer, par exemple. Donc vous avez une façon de tracer la matière noire. Ainsi, on a pu faire des cartographies de matière noire qui nous donnent beaucoup de renseignements sur notre univers.
Voici un petit peu le cisaillement gravitationnel qui est ici. Donc vous avez des galaxies de fond, ici, qui rencontrent un amas et qui ensuite sont complètement déformées. Donc vous avez des millions de galaxies derrière qui sont déformées. Ce genre de test qui va tester justement à la fois l'énergie noire et la matière noire est utilisé par le satellite Euclide qui a été lancé en 2023 par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Alors je reviens maintenant sur cette découverte de l'énergie sombre, qui est notre deuxième chose qui est peut-être la plus importante à découvrir dans les années futures. C'est qu'est-ce que c'est que cette énergie sombre? Alors je dis redécouverte puisque c'était le lambda qu'avait supposé Einstein et que finalement dans le modèle standard jusqu'à présent, et on va voir que peut-être il y a des premières observations de DESY qui vont nous dire que c'est peut-être pas une constante, mais jusqu'à présent c'était compatible avec une constante cosmologique. Donc c'était vraiment le modèle standard, on l'appelle lambda pour justement le lambda, la constante cosmologique d'Einstein, et puis CDM pour Cold Dark Matter. Donc c'est lambda CDM, le modèle standard actuellement, qui est peut-être questionné et mis sous la torture par les observations récentes. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé donc, en 1998 ? Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait des supernovae de type 1A, c'est-à-dire des supernovae qui sont en fait l'explosion d'une étoile ordinaire qui tombe sur une naine blanche, donc c'est une étoile binaire, et ça fait une explosion encore plus grande que ce qu'on peut avoir dans les supernovae de type 2, où une étoile en fin de vie explose simplement. Ici, c'est encore plus puissant et on va beaucoup plus loin. Donc à ce moment-là, on est allé bien plus loin qu'avant, et on s'est aperçu que la loi de Hubble-Lemaitre, elle n'était pas vraie, elle n'était pas décélérée comme on le pensait s'il n'y avait que de la gravité, mais qu'il fallait trouver un composant qui accélère, et pour accélérer, il faut avoir une force répulsive. Donc c'est cette énergie sombre qui a une pression négative pour une énergie qui est positive. Donc d'où le prix Nobel ici, puisqu'on s'est aperçu que ça changeait considérablement notre vision de l'univers. Donc c'est une redécouverte quand même, puisque on a vu que lambda était déjà discutée en 1920, et puis elle a quand même été supposée nulle pendant 80 ans. Mais, et puis la matière noire et les particules exotiques, elles, sont recherchées seulement depuis 40 ans. Donc finalement, le modèle le plus ancien est l'énergie sombre. Alors plus de 40 ans, c'est-à-dire en 85, on s'est aperçu que la matière invisible, qu'auparavant les gens pensaient que c'était encore des baryons, la matière ordinaire qu'on ne voyait pas, mais on s'est aperçu il y a 40 ans que c'était impossible. Pourquoi ? Parce que pour former des galaxies, comme il fallait attendre que la pression des radiations n'empêche pas l'effondrement des baryons, eh bien, on n'avait plus le temps. On n'avait plus le temps de former des galaxies. Pourquoi ? Parce que l'expansion de l'univers compense l'effondrement. Donc il nous fallait une matière noire qui n'interagisse pas avec les photons. Et ainsi, la matière noire peut s'effondrer bien avant que la matière ordinaire puisse s'effondrer. Donc la matière noire prend de l'avance. Elle forme des galaxies noires où il n'y a pas d'étoiles ni rien du tout. Et c'est ensuite, lorsque les photons libèrent la matière ordinaire, que la matière ordinaire tombe dans les galaxies noires qui ont été préformées par la matière noire. Donc il nous fallait absolument une matière noire exotique. Et c'est pour ça qu'on la recherche dans les tunnels depuis 40 ans, parce qu'on est persuadé que ce n'est plus du tout de la matière ordinaire. Donc voici la composition de l'univers. Donc en gros, on a 5% de matière ordinaire, on a 25% de matière noire, et puis cette énergie sombre qui fait 70%. C'est incroyable, il y a 95% qui est inconnu. Donc dire que, comme Lord Kelvin, qu'on a déjà tout observé, qu'on connaît tout, c'est vraiment certainement pas le cas. Alors, il faut dire que dans le futur, on sera très très proche de ce fameux modèle de Sitter où il n'y a plus de matière, où la matière est négligeable devant l'énergie sombre, parce que si c'est vraiment en extrapolant ce qu'on connaît du passé, hein, vous avez ici le temps et l'énergie ou la densité. Le rayonnement, lui, il décroît très vite avec le rayon de l'univers, parce qu'il y a non seulement le nombre de photons qui varie comme l'inverse du volume, mais aussi la longueur d'onde qui devient rouge, donc l'énergie du photon diminue comme le rayon aussi, donc ça fait un rayon à la puissance 4.
Et puis la matière, elle, eh ben, simplement, elle diminue comme le volume. Et l'énergie noire, elle est compatible jusqu'à présent avec une constante. Et donc aujourd'hui, elle domine à 70%, mais dans le futur, alors si on va quelques temps de Hubble, ben, on aura 100% d'énergie noire. La matière sera négligeable. Donc c'est vraiment un mystère qui doit nous concerner, puisque dans le futur, ce sera un univers de citer. Alors comment on est arrivé là? Alors il y a aussi cette fameuse tension qui est intéressante, puisque on a plusieurs indicateurs de distance maintenant. J'ai parlé des parallaxes, des céphéides au départ, puis les supernovae de type 1A, et puis on a aussi les masers, hein, je n'en dirai pas grand-chose, et puis on a commencé à voir maintenant une tension entre la constante d'expansion de Hubble, le mètre, entre ce qu'on mesure réellement avec des lois empiriques sur le céphéide, mais enfin c'est une vraie mesure, et puis ce qu'on déduit du modèle standard avec le fond cosmologique. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup des paramètres cosmologiques, et on en déduit une constante qu'on ne mesure pas directement, mais qui n'est pas exactement égale à celle que l'on a aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est... Bon, je m'excuse de la formule compliquée, mais c'est pour justement montrer que lorsqu'on mesure une distance, on voit que ça arrive souvent dans le progrès de l'astrophysique et de la cosmologie, c'est les distances des céphéides, les distances des supernovae, les distances. Pourquoi c'est très intéressant? C'est que justement la courbure et les distances dépendent de l'expansion de l'univers. Avec cette formule-là, vous avez la quantité de rayonnement, alors celle-ci elle va être négligeable, la quantité de matière, la courbure qui va être nulle, donc on peut l'enlever, et puis la fameuse énergie sombre. Donc si on a une tension sur H0, ça veut dire qu'on aura une tension sur ces paramètres et qu'on va peut-être découvrir quelque chose qui n'est pas vrai dans le modèle, c'est-à-dire que l'énergie sombre n'est pas une constante cosmologique. Alors les diverses possibilités de modèles, hein, elles étaient à l'époque différentes hein, selon la densité qu'on ne connaissait pas à l'époque. Ici, c'est un petit diagramme intéressant qui vous montre le passé, le présent et le futur. Et nous sommes dans le plan ici. Alors, autrefois, on avait ce genre de modèle, une expansion simple. Mais il y avait un grand problème parce que lorsqu'on extrapole, hein, ce qu'on voit dans le passé et dans l'avenir, on avait un âge de l'univers qui était trop petit par rapport à l'âge des étoiles. Les vieilles étoiles qui en ont la Voie lactée, elles étaient plus âgées que l'univers. C'est un grand problème. Alors maintenant que nous sommes dans cette vision depuis 1998 d'univers accéléré, on voit bien que l'âge de l'univers est agrandi. Donc ce 13,8 qui correspond bien à ce qu'on trouve dans les paramètres cosmologiques du satellite Planck a résolu le problème. Donc on n'a plus d'étoiles plus vieilles que l'âge de l'univers. Donc ça c'est déjà un bon point. On voit qu'on converge vers quelque chose qui a du sens. Mais on n'a pas tout résolu parce qu'évidemment, on ne connaît pas l'origine de cette accélération. Alors, je passe peut-être parce que là, le temps passe. Et donc, je voulais montrer que ces distances sont très, très importantes et elles sont différentes des distances que l'on a aujourd'hui. Par exemple, en fonction du temps, vous avez toutes les distances qui sont celles qui diminuent la luminosité d'un objet. La luminosité d'un objet décroît comme 1 sur d au carré, la distance au carré. La taille, elle va décroître comme la distance. Et en fait, pour l'univers très lointain, ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que vous avez une distance angulaire qui se retourne. Donc vous avez des objets très très lointains qui ont l'air plus gros que les objets proches. Alors simplement, c'est peut-être un effet intuitif de l'antique cosmologique, en quelque sorte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que bon, ils deviennent les objets de moins en moins lumineux et très très peu lumineux. Par contre, leur taille ne varie pas ou elle grossit. Et ça, c'est ce qu'on voit par exemple avec le télescope James Webb. Donc ici, nous avons plusieurs modèles possibles. Je signale que la constante cosmologique, alors on tend à paramétriser cette équation d'état. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui, l'équation d'état de l'énergie noire, pour savoir ce que c'est. L'équation d'état, c'est comme le gaz parfait. Hein, vous avez des souvenirs que la pression est proportionnelle à la température. Et ici, c'est P étant W. Alors W, c'est un paramètre qu'on ne connaît pas du tout. Mais on sait que W est négatif.
Par exemple, pour le gaz parfait, vous avez P étant ρ, la densité et la température, mais avec un coefficient positif. Pression positive, ρ positif. Ici, ρ est négatif. Pour avoir une accélération, il faut absolument qu'il soit inférieur à moins 1/3. Et puis, si c'est une constante cosmologique, on a moins 1. Alors ici, on a ici cette énergie constante. Le modèle standard, c'est l'orange ici. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est très proche de ce moins 1. Si on était inférieur à moins 1, on aurait une énergie fantôme, qui est très peu physique, où il y a des quantités qui sont plus très conservées. Et vous voyez que si on a une barre d'erreur autour de moins 1, qui est la constante cosmologique, on va explorer facilement ce domaine un peu fantôme. Alors, je vais justement essayer de décrire un tout petit peu les grands progrès qu'on a fait ces dernières années en regardant ces ondes baryoniques que j'ai décrites au début, hein, les ondes de pression que la matière ordinaire, les baryons, avaient avec les photons. Alors, ils les avaient d'abord en réel dans le fond cosmologique, une fois qu'il y avait le plasma en équilibre. Et puis, une fois que le plasma se recombine et devient neutre, eh bien, cette structure va rester gelée dans la distribution des galaxies. Donc, de façon un peu imagée, vous avez ces structures gelées qui, évidemment, vont se dilater avec l'espace. Donc, si on les mesure, cette taille caractéristique de ces ondes, on les mesure à plusieurs temps, à l'époque de l'univers, eh bien, on va pouvoir reconstruire la loi d'expansion de l'univers. Et c'est ça qu'on cherche à avoir avec... on va mesurer un grand nombre de galaxies, on va mesurer leur spectre, donc savoir leur décalage vers le rouge, pour savoir où ils sont, et ensuite on va voir exactement quelle va être l'expansion de l'univers à cette époque-là. Et c'est ça qui va nous donner la nature de l'énergie noire. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites récemment. Vous avez entendu parler du fameux télescope James Webb, qui a vraiment révolutionné un petit peu notre vision des galaxies, puisqu'on pensait que les galaxies, il y avait des galaxies qui n'étaient plus du tout des disques dans la première moitié de l'univers. En fait, il y a 10 fois plus de disques prévus. Simplement, nous étions avec le Hubble dans une longueur d'onde qui n'était pas la longueur d'onde des étoiles. On avait la longueur d'onde, comme c'est très décalé vers le rouge, et que le HST regardait dans le visible et l'infrarouge trop proche, eh bien, ce qu'on voyait, c'était le gaz ionisé, les étoiles jeunes qui se formaient et qui formaient des paquets. En fait, c'est pas vrai du tout. Avec le James Webb télescope, on va très loin dans l'infrarouge et on commence à voir les galaxies telles qu'elles sont vraiment très très loin, près de l'horizon. Et finalement, on a une vision complètement différente. Donc ça, on a vu que les galaxies se formaient très tôt. Donc peut-être aussi, ça va changer notre modèle cosmologique. Vous voyez qu'il y a des tensions qui se forment à plusieurs endroits. On a vu la constante H0. On voit que on forme beaucoup trop de galaxies massives avec des trous noirs très massifs très tôt. Ça, c'est déjà une tension. Et puis, il y a cette fameuse tension donc, sur la constante cosmologique qu'on symbolise par ces échelles de distance. Hein. On a des distances qui sont tracées par plusieurs chandelles standards et les échelles ne se correspondent pas. Donc, ça nous fait penser que notre modèle n'est peut-être pas très bon. Maintenant, l'écart entre ce que mesure Planck avec son modèle, c'est 67 et 73. Vous voyez que les barres d'erreur se réduisent. Et donc maintenant, on a ce fameux probabilité que vraiment il y a quelque chose qui est bien au-delà de 1%. Alors là, c'est un diagramme qui, en fonction du temps, montre qu'on avait une très très grande incertitude sur cette fameuse constante de Hubble au début des années 2000. Vous voyez que maintenant, on commence à avoir une très grande précision, et c'est là qu'on s'aperçoit que les deux ne correspondent pas, et on a cette fameuse tension. Donc ça fait partie des problèmes à découvrir dans le futur. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais passer quand même rapidement dans ces figures de mérite, hein, puisque on a la probabilité de modèle en fonction des paramètres cosmologiques, hein, par exemple la quantité de matière noire, la quantité de lambda, qui est déterminée par ces oscillations baryoniques. Alors au départ, en 2012, ça marchait bien, et maintenant, ça ne marche plus très bien. Alors, vous voyez que les figures de mérite ne se recouvrent pas. Donc on a des observations et des résultats qui donnent des résultats contradictoires. Donc il y a énormément de choses à voir.
et justement celles qui vont être vues par DESI, dont je vais parler, qui montrent qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ce modèle de lambda. Alors ce diagramme a le principe de voir que vraiment il y a une concordance, une concertation qui est bizarre, puisque au début, là on l'a mis en fonction de log, donc c'est plus facile à voir. Là c'est le temps, donc ici vous avez le Big Bang, et l'énergie noire ne domine absolument pas jusqu'à très peu, il y a quelques milliards d'années avant nous, et puis après nous ce sera la dominance. Donc on se demande pourquoi nous sommes juste au moment où l'énergie noire qui était négligeable devient prépondérante. Et c'est ça qui nous pose problème, c'est cette conspiration qui n'est peut-être pas un hasard. Alors, le survey dont on parle aujourd'hui, le DESI, qui est un survey avec ce télescope au sol, a fait une petite percée en disant qu'il fait une grande quantité de galaxies, jusqu'à 11 millions d'années. Il y a 40 millions de spectres, et donc ils permettent de détecter cette expansion. Donc comment font-ils? Eh bien, vous voyez un petit peu le plan focal du télescope avec un grand nombre de petits miroirs. Ici, un zoom. Vous voyez, tous ces petits points, c'est des petits miroirs comme ça qui peuvent prendre une galaxie. On bouge, on se met juste en face de la galaxie. Ça permet de prendre 5000 spectres à la fois. Donc pendant une durée de 1000 secondes, c'est-à-dire mettons 20 minutes, vous prenez des spectres avec 5000 spectres, 5000 fibres optiques, qui sont derrière chaque petit moteur ici. Et puis, vous écrivez tout ça sur disque en seulement 140, mettons, 2 minutes. Donc c'est très performant, et c'est ça qui a permis de faire 40 millions de spectres, donc avoir les époques et les décalages vers le rouge de ce grand nombre de galaxies. Et donc, ce qu'il mesure, c'est justement cette taille caractéristique, cette règle standard que je symbolise par une règle ici, que vous pouvez mesurer dans le plan du ciel ou perpendiculairement au ciel en fonction du redshift. Et c'est ça qu'ils ont mesuré et qui disent que peut-être les résultats sont que finalement le W ne sera pas constant. Alors si c'était une constante cosmologique, on devrait avoir W égale moins 1 constant tout le temps. C'est-à-dire que si on dit que W dépend du temps, donc il y a un W0 plus un A de T, et bien à ce moment-là, ils ont un W qui n'est pas nul. Donc ce serait nul ici. Vous voyez qu'ils ont quelque chose qui varie dans le temps. Dans le passé, donc on a une constante qui varierait. Ce n'est pas une constante cosmologique, peut-être une quintessence, etc. Il faut dire que quand même, la tension, elle n'est qu'à un petit nombre de sigma. Ça dépend si vous ajoutez plusieurs autres diagnostics, mais c'est peut-être pas encore très déterminant. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup du satellite Euclide qui aura des milliards de galaxies qui pourra peut-être donner la réponse. Donc pour terminer, je vais vous parler d'une analogie. Alors c'est encore quelque chose qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a eu au début du Big Bang. Là, pour l'instant, j'ai parlé de choses qu'on connaît à peu près, le Big Bang, l'horizon, etc. Là, je parle maintenant de spéculations, mais des spéculations qui datent quand même depuis un certain temps, puisque l'inflation a été inventée par Landgut en 1981 pour résoudre certains problèmes qu'il y avait dans le fond cosmologique. Alors pourquoi? Il y avait un problème de l'horizon, un problème de platitude, pourquoi l'univers est si plat, à une très très bonne précision. Et puis, on va le définir ici. Alors ici, ce que je montre ici, c'est que cette pression, pour donner une petite intuition de cette énergie qui a une pression négative et qui est répulsive, vous avez un piston et vous avez un gaz. En fait, c'est plutôt, je le symbolise en disant que dans ce vide quantique, vous avez par exemple formation d'une particule en une particule en une très 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 faible temps, c'est-à-dire 10-32 secondes par exemple. Ça, c'est permis par la mécanique quantique. Vous pouvez former une grande énergie. Donc vous avez plein de ces petites fluctuations. Et évidemment, si c'était un gaz parfait que vous ayez au-delà du piston, et bien si vous avez une pression, elle est positive, donc vous ne fournissez pas d'énergie, c'est le piston qui fournit l'énergie. Ici, par contre, c'est le contraire. Vous devez, si vous tirez le piston, vous devez fournir toute cette énergie qui est à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est vraiment la gravité. Il y a un effet de pression répulsive qui est difficile à raisonner, puisqu'on a toujours raisonné dans le sens inverse.
Alors pourquoi l'inflation Eh bien simplement, il y a un gros problème d'horizon que je vais essayer de décrire en quelques mots. C'est que l'horizon, c'est quoi? C'est une sphère dont le rayon, c'est la distance parcourue par la lumière depuis le Big Bang. Alors, à la dernière surface de diffusion, comme le temps t était juste 0,3 millions d'années, eh bien, l'horizon n'était que très petit, il était de 0,3 millions d'années-lumière. Quand on regarde la carte de Planck ici, à cette époque-là, puisque c'est la dernière surface de diffusion, eh bien, l'horizon faisait 1 degré. Donc, dans cette carte, on a 40 000 horizons, en quelque sorte. Ce qui est curieux, c'est que chaque point, pourtant, ils ne se sont pas connectés, puisque la lumière n'a pas pu aller d'un horizon à l'autre. Donc, ils ne sont pas connectés, mais chaque point a exactement la même température, à 10-5 près, puisque les fluctuations sont 10-5. Donc, c'est ça le gros problème de l'horizon. Pourquoi a-t-on la même température d'un bout à l'autre de la carte, avec juste des fluctuations de 1 pour 100 000, alors que tous ces points n'étaient pas connectés? Ils ne pouvaient pas savoir ce que faisait l'autre. Donc, ce qu'on pense, donc ce qu'ont pensé Alain Guth et André Linde en 1981, donc il y a plus de 40 ans que cette théorie est là, eh bien, c'est que tout d'un coup, il y a une inflation, une dilatation de l'espace, un peu comme l'expansion, mais cette fois-ci beaucoup plus rapide, et tellement rapide que la lumière n'a pas le temps de bouger. Donc c'est 10-32 secondes, l'horizon c'est le même. Donc vous voyez qu'ici, vous avez une partie de l'univers, vous avez un horizon, puis tout d'un coup, l'espace rentre en inflation, mais l'horizon est toujours la même. La lumière n'a pas eu le temps de bouger, donc l'horizon est toujours le même. Donc finalement, ce que vous voyez là, c'est que vous pouvez avoir sur la même partie de l'univers beaucoup d'horizons, grâce à cette inflation. Donc vous avez résolu le problème de l'horizon. Donc c'est ça, cette inflation qui nous permet d'expliquer en fait certains problèmes que aucune autre théorie arrive à expliquer. Alors aussi, le problème de la platitude, par exemple, parce qu'on sait que s'il y avait une toute petite courbure originelle au départ, elle ne ferait que s'accélérer de façon exponentielle. Pourquoi elle est-elle plate? Eh bien, s'il y a une inflation qui a gonflé l'espace d'une très grande quantité, eh bien, il est facile de voir que si nous sommes dans le plan tangent ici, notre horizon ne serait que cette taille de laser ici en vert, eh bien, c'est normal qu'on voit un univers plat. Donc ça résout ce problème de platitude. Et puis ça rajoute une hypothèse sur les fluctuations que l'on voit dans le fond cosmologique. Parce que si vous aviez des fluctuations quantiques dans le vide quantique qu'il y a au départ, eh bien, elles sont toutes petites. Mais si vous avez une dilatation énorme de l'espace, eh bien, ces fluctuations vont devenir macroscopiques, de l'ordre du centimètre ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, vous pouvez avoir toutes ces fluctuations que l'on voit dans le champ Planck, qui vont devenir des galaxies et des structures de l'univers. Donc en fait, cette inflation nous dit que nous venons d'un vide quantique qui ensuite c'est devenu une inflation et ça a précipité en matière. Alors vous allez me dire, oui, bon, très bien, n'y a-t-il pas des inconvénients à cette théorie? Oui, il y en a plein. En fait, c'est que cette inflation, elle est partout, sauf dans notre univers où elle s'est précipitée, mais il y en a d'autres. Et donc on ne peut pas interdire qu'il y ait plusieurs univers. Donc ça, c'est une idée qui ne plaît pas à beaucoup, mais en fait, c'est l'inflation éternelle de Linde qui a représenté ce diagramme, ce cartoon qui vient d'André Linde, qui veut dire que voici les multivers, les univers possibles. Nous sommes, par exemple, dans un univers donné, par exemple celui-ci, en vert. Alors nous sommes sur le paroi tangente, là, ici, c'est-à-dire que nous sommes dans une partie qui est complètement plate, courbure nulle, dans un univers, et bien il y en a plein d'autres qui évidemment ne sont pas reliés au nôtre, puisque on n'est pas du tout connectés. Donc c'est un peu libre, cette hypothèse. Donc il y a une conclusion sur ce qui reste à découvrir. Donc évidemment, l'énergie sombre, hein, qu'est-ce que c'est la constante cosmologique? On a vu qu'on avait fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on est vraiment confiant que le satellite Euclide, que vous voyez là, qui a été lancé en 2023 et qui marche très bien, va pouvoir regarder vraiment tout le ciel par rapport à Hubble. Hubble était dans l'espace aussi, il avait une très très bonne résolution, puisqu'il n'y a pas la turbulence de l'atmosphère, et il pouvait voir des lentilles gravitationnelles, des arcs gravitationnels avec une très bonne résolution.
Mais le Hubble ne regardait que des petits points du ciel et il n'a pas couvert une très grande surface du ciel. Euclide fait la même chose, il aura une très très bonne résolution, mais va regarder tout le ciel. Tout le ciel qui est vraiment raisonnable, c'est-à-dire pas la Voie lactée qui a beaucoup d'avant-plan, mais tout le reste, 15 000 degrés carrés, Euclide va le faire. Donc on va avoir des milliards de galaxies qui vont nous donner une statistique très bonne pour bien avoir l'équation d'état de l'énergie noire. Donc on va en savoir beaucoup plus. On va savoir beaucoup plus aussi sur la matière noire des galaxies, puisqu'on aura un grand nombre de galaxies qu'on va connaître beaucoup mieux. Et donc c'est peut-être un problème de physique fondamentale qu'on va résoudre ici, puisque d'abord on ne sait pas du tout si la physique quantique est applicable. Sans doute il y a un problème de gravité quantique qu'on n'est pas encore résolu, donc il y a peut-être quelque chose dans ce coup-là. Et puis pour la matière noire, on ne sait pas du tout si c'est la gravité qui est en cause ou pas. Donc il est possible qu'il n'y ait pas du tout de matière noire, mais que c'est seulement parce qu'on suppose que la loi d'Einstein et de Newton est vérifiée qu'on a besoin de rajouter beaucoup de matière invisible. Si on modifie la gravité, peut-être on n'en a pas besoin du tout. Donc ça, c'est encore une piste qui est en train d'être explorée. Et puis peut-être aussi que pour l'énergie noire, c'est pareil. Donc là, on le saura peut-être dans les dizaines d'années qui viennent. Donc vous voyez qu'il y a comme dirait le Lord Kelvin, des petits nuages qui restent encore à découvrir. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. C'était à propos de l'inflation de l'univers. J'avais quand même l'impression comme ça qu'on s'est dit l'univers fait pas la bonne taille, donc on va bidouiller un peu, on va dire qu'il grandit au début. En fait, on dirait un petit peu que c'est du bidouillage. Est-ce qu'on a d'autres observations ou d'autres raisons de penser qu'il y a eu cette période d'inflation, à part le fait que ça fait pas la bonne taille ? C'est pas une question de taille. On pense que peut-être l'univers est infini pour nous. En fait, il est quasiment infini puisqu'il est bien plus grand que notre horizon. Donc on ne pourra pas le déterminer. Mais de toute façon, c'est comme s'il était infini pour nous. Donc on n'a pas de question de taille. On a une question d'horizon, la taille de l'horizon et d'homogénéité du fond cosmologique. C'est complètement différent. C'est pas une question de taille. Donc il n'y a pas énormément de modèles qui peuvent résoudre ce problème de l'horizon. Alors maintenant... comment on va pouvoir le tester, ce modèle? Pour l'instant, c'est qu'une spéculation. On voudrait détecter les ondes gravitationnelles primordiales. Donc on pense que dans cette inflation, il y a une violente perturbation de l'espace qui va laisser des traces dans les ondes gravitationnelles, un peu comme deux trous noirs qui fusionnent. Ça fait énormément de traces dans l'espace, ça fait des ondes gravitationnelles. Là, on s'attend à trouver des ondes gravitationnelles primordiales qui seraient la signature de l'inflation. Donc on a essayé d'en trouver dans le fond cosmologique, Planck, etc. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup d'avant-plans, il y a beaucoup de poussière, même si on prend des endroits qui sont très peu poussiéreux de la galaxie, il y a toujours un peu de poussière qui nous brouille. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de regarder les pulsars. C'est quelque chose de très prometteur qui permettent... Ces pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très vite sur elles-mêmes, donc la fin de vie d'une étoile. Il y a des pulsars qui tournent à 1000 fois par seconde, donc c'est des pulsars millisecondes, et qui ont une précision sur leur période énorme, 14 chiffres significatifs. Donc ça permet, lorsqu'il y a entre le pulsar et nous une onde gravitationnelle, ça permet de moduler la période du pulsar avec cette onde gravitationnelle. Donc si on reçoit la période qui doit être très bonne à 10 puissance moins 14, tout d'un coup on la voit varier comme cela, on sait qu'il y a une onde gravitationnelle. On peut en déduire quelle est la longueur d'onde, etc. On s'attend à des longueurs d'onde de plusieurs années-lumière. Donc on ne peut pas le voir avec LISA. LISA, ce sera des 4 millions de kilomètres. LIGO, Virgo, c'est 4000 kilomètres, pas plus. Là, on attend des années-lumière. Donc là, pour l'instant, on a 200 pulsars sur tout le ciel qu'on a pu regarder. Et puis avec SKA, qui est le Square Kilometer Array, qui est en construction et qui sera terminé en 2028 en Australie et en Afrique du Sud, on pourra avoir 20 000 pulsars. Alors 20 000 pulsars, c'est vraiment des pulsars qui échantillonnent tout le ciel, et on pourra savoir dans quelle direction arrivent les ondes gravitationnelles par la modulation de l'arrivée de ces pulses qui arrivent 1000 fois par seconde quand même. Oui, le rayonnement du fond cosmologique est découplé de la matière.
Et comme vous l'avez indiqué, au cours du temps, avec l'extension de l'univers, il perd de l'énergie, puisqu'il évolue vers le rouge. Et donc, on a un système isolé qui n'est pas à énergie constante. Est-ce que c'est un problème ou c'est une trivialité dans le cadre de la relativité générale? Dans les années 34, Pauli, comme vous savez, avait postulé l'existence du neutrino pour résoudre justement un problème de conservation d'énergie. L'énergie est conservée, simplement qu'elle est diluée dans le volume. Donc l'énergie est conservée. Vous prenez une énergie, vous gonflez, et vous gonflez, vous allez diluer votre énergie, mais l'énergie totale sera la même. Il n'y a pas de trop grand problème dans... chaque photon perd de l'énergie, mais le nombre de photons est le même, mais c'est le nombre par unité de volume qui décroît. C'est la densité qui décroît en 1 sur le volume, et puis l'énergie du photon, mais tout ça, c'est conservé. Quand on somme sur tout le volume, c'est conservé. Il n'y a pas de manque de conservation. C'est comme pour la matière, l'énergie, la densité d'énergie croît comme 1 sur le volume, mais la densité de matière est conservée. Enfin, sauf qu'il y a des échanges matière, rayonnement, etc. Alors on va négliger ça. Bonjour. Une question sur les programmes de recherche qui sont en cours. Vous dites qu'il y a des choses qui sont plutôt du côté observationnel, on utilise des nouveaux satellites, télescopes, etc. Et il y a une partie plutôt du côté des théoriciens qui travaillent. Est-ce qu'il y a aussi, puisque maintenant il y a des énormes bases de données finalement, est-ce qu'il y a des programmes qui vont aller refouiller dans ces bases de données pour voir si justement il n'y a pas de nouvelles manières de les interroger et peut-être de résoudre certaines choses là-dedans? Sans cesse, on le fait sans cesse. Il y a, tout est, en astrophysique, tout est libre sur l'Internet. Donc, dès qu'on fait une observation, l'année d'après, elle est publique. Et donc, tous les catalogues et ça, sont publics. Tout le monde peut aller chercher ces données et refaire. Et alors, maintenant, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, heureusement, parce que quand on a 11 millions ou 40 millions de galaxies, il est hors de question d'aller regarder une par une. Ça fait déjà 20 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle pour les catalogues de galaxies, les reconnaître, les cataloguer, les analyser, etc. Donc il y a beaucoup d'algorithmes qui sont construits déjà depuis 20 ans et on continue, on les améliore sans cesse. Et sans cesse, on va revoir les archives. Elles sont disponibles tout le temps. Personne ne les garde dans son tiroir. Elles sont sur Internet, disponibles à tout le monde. Donc tout le monde peut aller les voir, même s'il n'a pas contribué au coût du télescope. Tout est gratuit pour tout le monde. Donc tout le monde le fait. Hein. Depuis 20 ans, les gens recherchent les archives et retrouvent. S'ils ont une idée sur une théorie, parce qu'il y en a plein sur l'archive le matin, vous avez des tas d'articles qui arrivent sur des théories nouvelles, etc. Là, l'imagination ne manque pas parmi les astronomes. Ils ont plein d'idées, plus fantastiques les unes que les autres, mais certaines sont très sérieuses. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une théorie, il va dans les bases de données rechercher pour voir si ça colle avec sa théorie. Ou certains, même, on va pouvoir découvrir, rien qu'avec de l'intelligence artificielle non supervisée, on peut essayer de voir que la machine va reconnaître des features, va reconnaître des signaux qu'on n'aurait pas vus avant. Parce que si on a une idée préconçue, on ne va peut-être pas découvrir quelque chose. Mais maintenant, on a des algorithmes non supervisés. On le lance à la machine, on ne lui dit rien, et la machine elle-même va trouver des cohérences, des features, et on va essayer d'interpréter ça. Est-ce que c'est juste du hasard? Est-ce qu'il y a quelque chose à chercher? Donc ça marche dans les deux sens. On essaie de ce que l'intelligence artificielle a nous découvrir des choses, nous proposer de découvrir des choses, ça marche dans les deux sens. On a une idée, puis on va essayer de la vérifier, ou alors on lance à la machine directement tous les catalogues. Merci. Je reviens sur l'inflation. Par rapport au... Est-ce que c'est compris le mécanisme de l'arrêt de l'inflation, en fait? Alors là, oui, il y a des théories. Bon, tout ça, c'est des théories, entre guillemets. Bien sûr. Donc il y a l'inflaton. Il y a plusieurs théories où il y a un potentiel, où il y a le particule d'inflaton roule très lentement dans le potentiel. Il n'est pas à l'équilibre. Alors au départ, on pensait qu'il y avait un changement de phase. Et on sait qu'il y a des états qui sont hors de l'équilibre, métastables, et puis tout d'un coup, comme par exemple de l'eau gelée, enfin qui aurait dû être gelée,
Puis tout d'un coup, lorsqu'il y a un cheval qui passe, d'un coup, ça gèle autour du cheval parce que c'était métastable. Donc on a un petit peu ce principe-là. Encore, c'est pas partout dans la même théorie. Mais on a un potentiel, donc on a un inflaton qui coule, et puis tout d'un coup, il arrive à sa deuxième position d'équilibre, et là, ça se réchauffe et ça précipite en matière, etc. Donc, dans ces théories, oui, on comprend pourquoi tout d'un coup, l'inflaton s'arrête. Dans l'énergie du vide, le mécanisme, c'est la création spontanée d'une particule ou d'une antiparticule. Par exemple, oui. Qui se recombinent, mais Oui. jusqu'à présent, j'avais compris que lorsque cette recombinaison se fait, il y a un photon qui est émis. S'il y a un photon, on devrait pouvoir le voir. Oui, c'est une analogie pas tout à fait exacte. Donc, bon, j'aurais peut-être pas dû donner cette analogie. On la donne souvent, ce genre de particules, antiparticules se fait autour des trous noirs, par exemple. Le champ est tellement fort que on arrive à concrétiser ce genre-là, mais il n'y a pas de photon. Bonjour, je voudrais revenir sur l'effet de l'antigravitationnel. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une galaxie ou un amas de galaxies en avant-plan. Et au dernier plan, il y a un objet qu'on normalement ne devrait pas le voir. Grâce à l'effet de l'antigravitationnel, on peut le voir et il apparaît déformé, comme Oui. par exemple un anneau d'Einstein. Oui. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment ça permet de cartographier la matière noire, dans la mesure où c'est basé sur un amas de galaxies qui est de la matière baryonique. Oui, en fait, donc l'amas de galaxies, il a un halo de matière noire autour. Donc la déviation de rayons lumineux que la galaxie de fond subit, c'est celle non seulement de la matière lumineuse, mais aussi de la matière noire. Comme la matière noire domine énormément, en fait, on a la matière totale. Et ensuite, pour avoir la cartographie de la matière noire, on prend la matière totale et on soustrait la matière visible et on a la cartographie de la matière noire, en quelque sorte. Mais en effet, vous avez raison, c'est toute la matière qui dévie les rayons lumineux. Alors, on a des lentilles fortes avec anneau d'Einstein et arc, et puis très souvent, même loin de l'amas, on a des lentilles faibles qu'on ne voit pas très bien parce que finalement, une galaxie déformée, comme il y a des galaxies spirales qui sont vues par la tranche, ça paraît déformé. Donc il faut avoir des millions pour qu'on ait une déformation cohérente. Et ce n'est pas seulement les lentilles fortes que l'on voit dans les images, mais des tas de petites déformations qui permettent de cartographier vraiment. Alors, on cartographie la masse totale, et puis ensuite on soustrait la masse visible que l'on voit, et on a la cartographie de la masse noire. Donc, alors, ça prouve l'existence de matière noire que si on croit à la gravité, qui est celle d'Einstein parce que ces déviations de rayons lumineux, elles pourraient être dues à une gravité différente, et on n'aurait pas besoin de la matière noire quand même. C'est uniquement, on a besoin de matière manquante ou matière invisible que si on calcule ces lentilles gravitationnelles avec la gravité d'Einstein. Si vous changez la gravité, vous avez la même déviation, mais sans matière noire. Et simplement, la gravité a été modifiée. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y en a qui font les deux, mais enfin, alors c'est trop facile. Il faut soit il y a matière noire, soit une gravité modifiée. Bonsoir, excusez-moi. J'avais une question concernant l'expansion de l'univers. Est-ce que, pour que les galaxies semblent s'éloigner, même si c'est la distance entre elles qui grandit, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait de l'énergie noire, entre guillemets, à cet endroit ? Ou est-ce que ça pourrait être, par exemple, un élan initial au départ qui aurait tout entraîné et, voilà, ou entre guillemets, est-ce que si à un endroit il n'y a pas d'énergie noire ou pas d'énergie noire, les galaxies restent immobiles et on passe... Alors, les galaxies, bon, même sans énergie noire, on a déjà l'expansion simple. Donc, l'énergie noire accélère l'expansion. En effet, il faut de l'énergie noire pour que les galaxies s'éloignent encore plus vite que ce qu'on croyait avant, avec l'ancienne constante de Hubble, le mètre, qui était décélérée. Donc aujourd'hui, maintenant, oui, pour que ces deux galaxies s'éloignent encore plus vite, il faut qu'il y ait de l'énergie noire entre les deux, oui.
Et cette énergie noire, elle est partout, partout, partout. C'est pas comme la matière noire qui, elle subit la gravité, donc elle est autour de la matière visible. Elle ne rayonne pas, donc elle ne peut pas se concentrer au centre, mais elle reste en équilibre au bord. Par contre, elle suit les galaxies. Dans les vides, il n'y a pas de matière noire. Par contre, l'énergie noire, elle est homogène partout parce qu'elle est répulsive. Elle ne va pas se concentrer elle-même, donc elle est homogène partout. Et il y en a aussi dans les vides. Donc dans les vides entre les galaxies. Donc la matière noire, elle n'est que autour des galaxies, autour des amas de galaxies, etc. Et dans les filaments cosmiques. Bonsoir. Je voulais savoir si la construction de l'ELT qui est en cours actuellement et l'ouverture du télescope Vera Rubin va nous aider justement à répondre à ces questions qui sont encore en suspens. Alors, pour l'énergie noire, c'est surtout Euclide, parce qu'il faut, par exemple, pour les lentilles gravitationnelles, il faut vraiment un télescope spatial qui soit une très grande résolution. On a 0,1 arc seconde, au lieu de 1 seconde d'arc qui est le signe dû à l'atmosphère. Donc, tout ce qui est au sol, l'ELT aura une superbe optique adaptative qui permettra d'avoir une meilleure résolution, mais l'ELT va faire des champs très, très peu petits champs. LSST, le Vera Rubin, va faire des grands champs, mais son moteur, en fait, son originalité, c'est surtout de traquer les phénomènes variables. Ils vont regarder tout le ciel en 3 jours, et puis chaque nuit, regarder les mêmes objets avec 1 seconde, 1 minute, 1 heure, etc., de manière à voir tout ce qui est variable. Donc ils vont détecter des supernovae de type 1A, beaucoup plus, donc ça va nous aider. Donc il y a beaucoup de choses qui vont aider, mais je pense que ce qui va nous donner la nature de l'énergie noire, c'est plutôt Euclide. Mais tous vont aider quand même, un petit peu. Mais surtout le Vera Rubin, ce qui est sa principale niche, c'est les variations des astres. Et ça, on n'est pas assez... ils vont découvrir des millions d'objets variables qu'il va falloir avoir, par une intelligence artificielle, trier en supernovae ou en astéroïdes ou en autre chose, de manière ensuite à faire du suivi sur les supernovae pour savoir si ce sont des supernovae de type 1A, où est-ce qu'elles sont, etc., de manière à contribuer par les supernovae 1A à resserrer les barres d'erreur sur l'énergie noire, par exemple. Et tout ça, c'est surtout la variabilité des astres qu'ils vont regarder. Merci beaucoup.